Alors bonjour Alain, et donc c'est le retour des vacances, et bien sûr il pleut. Alors quoi de mieux pour aller dans une salle obscure? Alors il s'est passé les 2 mois d'été, donc il y a beaucoup de films qui sont déjà sortis et d'autres qui vont sortir. C'est toujours un peu comme ça dans le cinéma, hein. On est tout le temps envahi de plein de films à voir ou déjà vus sur lesquels il faut revenir. Alors ce matin je parlerai de 6 films qui sont déjà sortis et de 3 autres qui vont sortir incessamment sous peu. Alors, le premier, bon, il y a pas d'ordre, ni de préférence, ni d'ordre alphabétique. C'est comme ça me vient. Donc, c'est un premier film qui est présenté comme une sorte de thriller ou polar, ou limite du film noir. D'ailleurs, il y a Maria de Medeiros qui est excellente dans le rôle de la patronne du bistrot. Donc, le film s'appelle Le Roi Soleil. En fait, c'est pas un film historique du tout sur le roi Louis XIV. C'est un petit bistrot PMU qui est situé à Versailles et qui va voir à l'intérieur un hold-up, une mort et une espèce d'enquête faite en huis clos. Donc voilà. Donc c'est un film de Vincent Maël Cardona et c'est avec Pio Marmaille qui pour une fois est assez neutre, on va dire, mais toujours très bon. Et puis ce jeune homme dont on parle beaucoup, qui est acteur, stand-upiste et écrivain, et Panayotis Pasco, et tant d'autres, dont évidemment Maria de Medeiros, excellente aussi. Après, le deuxième film, c'est Connemara, c'est le film d'Alex Lutz. Alors, j'avais pas du tout l'intention de le voir, c'est une amie qui m'a conseillé, et effectivement, c'est intéressant. Voilà, je dirais pas que c'est un grand chef-d'œuvre, mais d'ailleurs, pourquoi je porterai des jugements sur les chefs-d'œuvre, au fait? Non, c'est un film qui est, bon, on peut pas dire non plus un film de divertissement, parce que ça fait réfléchir, mais malheureusement, alors, c'est tiré d'un livre à succès d'ailleurs, hein, et je dirais que c'est ce genre de film qui est très maîtrisé, parce que Alex Lutz, il a beaucoup de talent, entre autres de comédien, mais maintenant de metteur en scène. Mais il repose surtout sur les épaules de 2 acteurs qui ne sont pas frêles, hein, et qui n'ont pas des épaules frêles. C'est Mélanie Thierry, qui est excellente, et Bastien Bouillon, qu'on voit maintenant partout, et qui, lui aussi, crève l'écran encore une fois. Donc c'est une histoire d'amour contrarié, mais c'est pas simplement ça. En fait, c'est la prise de conscience grâce à cette chanson qui donne le titre au livre et au film, Connemara, hein, qui a été créée évidemment par Michel Sardou et qui scinde ici la différence de classe sociale. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Après, j'ai vu un film iranien, en attendant le prochain de Jafar Panahi, bientôt. C'est La femme qui en savait trop, de Nader Saeva. Et ça, alors, c'est très intéressant parce que ça parle de la société iranienne actuelle, dont évidemment tous les films iraniens parlent, et pour cause, parce que c'est une situation qui est carrément insupportable pour eux. Et je ne parle pas simplement du combat femme, vie, liberté pour enlever le voile et être plus libre. Non, là, il s'agit de quelque chose de plus profond, en fait. C'est comment on arrive à dominer les gens en les surveillant. Voilà. Donc c'est une société qui, à ce point de vue-là, fonctionne très bien et fonctionne évidemment un peu comme d'ailleurs la société française. Quand je dis un peu, je pourrais dire beaucoup sur la société française qui est devenue inique et dans laquelle vous avez des gens qui ont tous les pouvoirs et d'autres qui n'en ont pas du tout. Donc là, ça raconte l'histoire d'une vieille dame qui se bat pour que la vérité éclate au sujet de la mort, enfin, de l'assassinat de sa fille adoptive. Après, il y a un film que j'ai vu très récemment qui sort, alors là, c'est pas en salle, hein, c'est sur Arte, je sais pas, faut regarder le programme. Arte, ça s'appelle Les corps électriques. Donc c'est un film de Raphaël Stora, qui n'est autre que le fils du grand sociologue et on va dire homme politique, enfin c'est pas vraiment un homme politique, c'est un écrivain, Benjamin Stora. Donc c'est un film qui retrace un petit peu l'univers du hip-hop, un univers que évidemment je ne connais pas bien ou pas du tout même, et qui a ses codes, ses mœurs, et là c'est l'histoire de ce fameux Raphaël Stora, qui a été hip-hopper, puis réalisateur de documentaires, et qui là, à 40 ans, à l'âge que son père avait quand il a débuté dans l'écriture, et qu'il était passé
à l'émission de Bernard Rapp, à l'époque, dans les années 80, se relance dans le hip-hop en tant que danseur. Voilà. Et il a un battle à réaliser à la fin d'un spectacle sur lequel il a été engagé et dans lequel il veut rendre hommage à sa petite sœur décédée à 7 ans d'un horrible cancer. Voilà. Après, il y a un film, je ne peux pas dire que je l'ai aimé ou pas, c'est Ciudad sin Sueño, c'est-à-dire en espagnol, avec ma mauvaise prononciation, une ville sans rêve, et qui est de Guillermo Galoé, et qui raconte, la vie de ferrailleurs roumains, Rome, à l'intérieur d'un bidonville de Barcelone ou de Madrid. Barcelone ou Madrid, enfin une grande ville espagnole. C'est leurs rêves, leurs espoirs et surtout, ce qui les guette tous, qui nous guette tous, et eux en premier peut-être, ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire que les bidonvilles, les maisons abusives, comme on disait à l'époque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sont détruites pour laisser la place à des immeubles de rapport, évidemment. Voilà. Et alors le dernier, ces films-là, il n'en arrive que tous les, je ne sais pas moi, au moins tous les ans. Donc ça, c'est Nino, c'est le premier long métrage de Pauline Locques, et donc je recommande vivement. C'est un peu, alors, je ne sais pas si elle y a pensé, mais c'est un peu le contre-pied du film d'Agnès Varda, Cléo de 5 à 7. Cléo de 5 à 7, le film est construit, je crois, sur une durée temporelle où Cléo attend des résultats d'analyse et elle a peur d'avoir un cancer. Ben là, je ne vais pas vous dire quoi que ça ne change rien à la narration. Là, c'est Nino qui est, remarquablement, magnifiquement interprété par Théodore Pellerin. Il paraît qu'il est très connu dans les séries, les téléfilms. Moi, je ne connais pas du tout. Mais c'est un acteur mais absolument extraordinaire qui fait passer tous les sentiments. Et là, il vient d'apprendre qu'il a une maladie. Il a le week-end pour régler son problème et il ne sait pas comment en parler. Voilà. Alors, donc, ça s'appelle Nino, du prénom de ce personnage. Et c'est... Bon, je pèse mes mots, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Alors, les 3 qui vont sortir très prochainement, alors on va commencer à Tout Seigneur, Tout Honneur, donc c'est un simple accident de Jafar Panahi, donc il y a eu le plus grand prix à Palme, à Cannes, et cette année 2025, donc qui sort. Alors, ce film-là est un film qu'on ne peut pas voir, c'est pas un film de divertissement, c'est un film dans lequel vous allez pouvoir avoir une opinion sur la situation de ce réalisateur qui a connu, il a été emprisonné à 3 reprises, il a été empêché de filmer, donc maintenant les mollahs sont revenus sur le jugement, il a le droit de se déplacer, mais il est en surveillance constante. Et surtout, il est arrivé à faire son film en Iran et même à Téhéran, en caméra cachée. Alors je ne sais pas comment il fait parce que, bon, par exemple, il y avait l'histoire du taxi, là, qui était déjà aussi le film qu'il avait réalisé à l'intérieur de... Ça, c'était à l'époque où il ne pouvait pas sortir de chez lui. Et là, je ne sais pas comment il a fait. Il a des comédiens, quelquefois non professionnels, mais qui sont absolument... mais d'une vérité, et surtout ce qui m'a beaucoup touché dans ce film, c'est que Jafar Panahi, a quand même passé, la dernière fois, il a passé 9 mois en prison. Il n'était pas en surveillance permanente, il était avec d'autres détenus qui, il le dit lui-même avec beaucoup d'humilité, avaient encore plus de problèmes que lui, parce que lui, c'est quand même un des plus grands réalisateurs vivants iraniens. Et c'est en hommage à ces gens-là qu'il est revenu sur ce qu'il leur racontait sur la répression en Iran. Après, il y a un film complètement inattendu, magnifique, poétique. Alors décidément, on va dire que, en fait, il faut parler que des films qu'on aime. Hein. Donc c'est Le 5e plan de la jetée de Dominique Cabrera. Alors Dominique Cabrera, on ne la présente plus. Elle a fait je ne sais combien de documentaires, de films. Moi, ce qui me revient comme ça, c'est Le lait de la tendresse humaine, je crois, qui raconte une histoire
je me trompe pas sur le titre, oui, il me semble que c'est bien ça. Donc, également Corniche Kennedy, qui s'est passé à Marseille. Bon, là, j'ai pas préparé, donc je les ai pas en mémoire, mais j'adore Dominique Cabrera, donc, qui est on dit une pied noire, donc elle est née en Algérie, et elle est retournée d'ailleurs en Algérie après avoir fait l'IDEC à Paris, pour faire un film sur les pieds noirs qui avaient choisi de rester en Algérie. Voilà. Alors là, c'est son, 18 ou 19e film, on va dire documentaire, hein. Ça s'appelle donc Le 5e plan de la jetée, et c'est parti d'une idée tout à fait poétique et presque surréaliste. Son cousin, donc Jean-Henri, lui dit qu'il s'est reconnu dans le 5e plan de la jetée, quand on voit le papa, alors il y a la maman à gauche, le père au centre, et un petit garçon avec les oreilles décollées. C'est très important, les oreilles décollées. Le fait qu'ils sont sur, je sais pas si tout le monde a vu La Jetée au moins 3 fois dans sa vie. C'est le film culte par excellence de Chris Marker. Et ils sont, à l'époque, vous savez, c'était les années 60, 61, 62. Les gens allaient beaucoup, comme dans la chanson de Gilbert Bécaud, à Orly, sur la grande terrasse, pour voir atterrir et décoller. Mais c'était aussi les gens, les pieds noirs qui étaient revenus en métropole, qui allaient voir atterrir leur famille. Voilà. Et donc, c'est très possible que ce soit lui. Et dans sa salle de montage, Dominique Cabrera, avec ses assistants, mais surtout avec toute la famille qui défile, fait une sorte d'enquête. Mais ça nous permet à nous aussi de comprendre comment a travaillé Chris Marker, puisqu'il s'agit simplement d'un assemblage de photos fixes. Voilà. Alors, la première heure est vraiment passionnante. Après, la dernière demi-heure, pardon, elle est plus, comment dire, parce que comme on ne connaît pas tous les secrets de famille et que ça se passe surtout, et le cousin, on s'y perd un peu, mais c'est un très beau film. Et voilà, je termine par Journal intime du Liban, de Myriam El Haj, qui va sortir bientôt aussi, et qui, lui, alors, bon, c'est pas du tout un film du même genre, donc c'est encore un film, elle en avait déjà fait un sur les combattants du Liban, là, elle revient sur, elle suit 3 personnes, et non pas des personnages, attention, 3 personnes qui pourraient être des personnages de film, tellement ils sont absolument incroyable. Donc il y a un soldat qui a défendu son Liban et qui se sent évidemment trahi par toutes les compromissions que traverse ce pays, et puis comment dire, les trahisons, les combats pour le pouvoir et tout, et qui a perdu d'ailleurs une jambe au combat, et qui marche avec des béquilles. Il y a également une femme très belle qui s'est présentée aux élections, qui a été élue et qui se bat pour faire entendre sa voix, mais ça c'est quand même quelque chose de tragique. Et une jeune femme qui est chanteuse, qui est un peu dans le milieu, comment dire, artistique de Beyrouth, et qui a créé une chanson et qui se bat surtout pour que le Liban devienne libre.